Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la vice-présidente du conseil départemental en charge de l'action sociale et de l'insertion, vice-présidente de la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest et première adjointe à la mairie de Lérins, Carole Thiebaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes d'hiver droite, sans être encarté. Qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui être d'hiver droite et pourquoi ne jamais avoir voulu accéder ou en tous les cas être adhérente à un parti ? Parce que l'encartement ne m'a jamais empêché de m'engager pour mon département. Donc je n'ai pas particulièrement d'attrait pour un parti plus qu'un autre. Donc peut-être que même si c'était à refaire aujourd'hui, je serais sans étiquette parce que j'ai bien du mal à situer ce qui relève de la gauche et de la droite. À part ne pas m'orienter vers les extrêmes, en tout cas, je suis fortement engagée pour... Le territoire est avant tout. Mais sur l'aspect d'hiver droite, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une signification quand même. On est d'hiver droite comme on n'est pas d'hiver gauche, il y a quand même quelque chose. Est-ce qu'il y a des valeurs que vous attachez à cette étiquette-là ? Parce qu'à l'époque, je me suis engagée aux côtés d'un maire qui était plutôt orienté vers les diverses droites. Et j'ai commencé effectivement sous l'ère Sarkozy, que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma commune. Donc tout naturellement, j'ai suivi un petit peu, j'allais dire, la dynamique de l'époque. Et puis je suis restée fidèle à cette perspective de ne pas en tout cas être encartée. Alors la France a un budget, ça n'aura échappé à personne. Enfin, a-t-on envie de dire, peut-être même qu'elle aura un budget de la sécurité sociale dès ce lundi. À l'heure où nous enregistrons, ce n'est pas encore tout à fait acté. C'est le propre d'un gouvernement, me direz-vous, mais en tous les cas, ce gouvernement-là paraît toujours en sursis. Qu'est-ce qui vous vient comme commentaire par rapport à la situation des 6 ou 8 derniers mois du pays ? Qu'on est dans une ère d'instabilité, de rebondissement permanent. Qui nous plonge dans un climat d'insécurité et d'instabilité permanente et persistante. Et je crois malheureusement que ça ne donne pas de bons présages pour les élections à venir parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont pouvoir s'emparer de ce chaos en fait pour justement monter au créneau et puis essayer de prendre le pouvoir. Vous et parlez c'est des particulièrement extrêmes. inquiétant. Je parlais des extrêmes bien évidemment. Et pour vous, les extrêmes des deux côtés sont à mettre sur le même plan ou est-ce que vous hiérarchisez ? Je n'ai pas particulièrement d'avis sur le sujet. En tout cas, je crains que, d'une manière générale, quand on est extrémiste, on ait des convictions et des valeurs qui ne soient pas forcément celles qui sont partagées par l'ensemble de la nation. Donc, à ce titre-là, je les mets sur un pied d'égalité, j'allais dire. Alors la guerre des chefs est déclarée chez les LR. Vous suivez quelqu'un à droite pour finir vraiment sur la politique nationale. On va évidemment beaucoup parler de votre territoire et de votre action sur le terrain. Est-ce que vous en appelez, comme d'autres aujourd'hui, à une primaire, par exemple, à droite, pour y voir un petit peu plus clair en vue des présidentielles ? On sait qu'aujourd'hui, il y a 3 blocs. Le bloc central, avec tout ce qu'on peut mettre dedans, et le bloc Rassemblement national et l'Union de la gauche. Est-ce que, pour vous, il est évident qu'en vue des présidentielles 2027, il faudra une primaire pour départagé entre Bruno Retailleau, qu'on voit là, c'est un des exemples. On a vu que David Lisnard s'était déjà aussi prêté à une candidature. Est-ce qu'il faut une primaire ? Dans la mesure où on a 2 candidats, je pense que c'est la règle qui va s'imposer. Ça me paraît tout à fait légitime, effectivement, de laisser le choix et de pouvoir opter pour une primaire. C'est démocratique, en tout cas. Donc pour vous, c'est un bon système. On sait qu'aujourd'hui... C'est pour moi un bon système. Alors, impact direct des vicissitudes de l'État et de son déficit abyssal. En tant que vice-présidente du conseil départemental des Vosges, en charge de l'action sociale, on l'a dit, le plus gros budget du département, c'est 52% aujourd'hui, c'est ça ? 56,7%, ah oui, tout à fait précisément pour les solidarités, puisqu'on a eu un bond de 18,3 millions au titre de la politique, notamment de l'enfance et de la famille, et puis de l'autonomie, puisqu'on a un département qui est particulièrement vieillissant. Donc ça plombe un petit peu les finances. Par contre, on va parler assez longuement de cela. Du côté du RSA, les finances sont un petit peu moins importantes consacrées au RSA, puisqu'on va rappeler que les Vosges font partie des départements pilotes avec le fameux CER, le contrat d'engagement réciproque que vous avez suivi de très près. Quel bilan vous en faites aujourd'hui ? Est-ce que pour vous, il faut en passer par là et globaliser ce dispositif-là ? Alors pour le budget 2025, concernant le RSA, il s'établit à 75 millions
dont 68 millions qui sont exclusivement dédiés au versement de l'allocation. Donc c'est un petit peu moins qu'auparavant ? C'est un petit peu moins parce qu'on a connu une baisse effectivement des bénéficiaires du RSA et notamment au travers de l'expérimentation France Travail à laquelle nous avons eu la chance d'être retenus en décembre 2022 et qui a porté ses fruits puisqu'on était vraiment dans les perspectives de ce qu'on appelle l'accompagnement renforcé avec des portefeuilles moindres chez les travailleurs sociaux qui accompagnaient donc dans la perspective notamment d'un retour à l'emploi et ce qui nous a permis de diminuer le nombre, par exemple, sur la ville d'Épinal de 6,5% à l'issue de ces 2 années d'expérimentation et de faire une économie substantielle de 350 000 € déjà en janvier sur le versement de l'allocation. Donc chaque mois, le département débourse 350 000 € en moins. En tous les cas, c'était le cas au mois de janvier. Il n'y a pas de règle dans le domaine. Il serait, je pense, trop prématuré de dire qu'on va continuer sur cette lancée. Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi des entreprises qui ferment dans le secteur et on a toujours la crainte, malheureusement, de voir le nombre de bénéficiaires arriver dans le dispositif. Mais en tout cas, on est plutôt dans une bonne dynamique et on essaye de maintenir le cap et de mener des actions, en tout cas, qui permettront de continuer sur cette lancée. Alors, on parlait du versant financier. Il faut quand même aussi parler du fond des choses, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne ? Et pour vous, quels sont les avantages et peut-être les quelques inconvénients ou les quelques travers qu'il faudrait un petit peu édulcorer ? Alors les avantages, c'est qu'on puisse effectivement bénéficier davantage d'engagement de la part des travailleurs sociaux puisqu'on a baissé les portefeuilles passant de 80 à 50 accompagnements. Ce qui nous permet un suivi plus fin qui nous permet de proposer des actions un petit peu dans la dentelle, d'individualiser les parcours d'insertion et puis d'apporter des réponses totalement en adéquation avec les problématiques. Ce qui fait aujourd'hui difficulté, ce sont les freins qu'on doit lever, notamment par rapport à la mobilité. On le sait, on a un département qui est particulièrement fragile dans le domaine, sur lequel, bien évidemment, on travaille aussi avec les services du département et puis aux côtés de l'État. Alors on va rappeler quelles sont les possibilités aujourd'hui. Effectivement, si on habite dans un petit village rural de votre canton, par exemple, ou de votre circo, qu'est-ce qui est mis en place pour que quelqu'un qui est en demande d'emploi, qui n'a pas ses propres moyens pour se mouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, au niveau du département, on a développé un appel à projet au titre du FIMS, le Fonds d'initiative à la mobilité solidaire, qui nous permet de contribuer financièrement aux côtés des associations, par exemple, ou des collectivités à l'achat de véhicules, à des initiatives un petit peu particulières pour des territoires qui seraient particulièrement fragilisés dans le domaine. Et puis, il y a des initiatives locales au sein de mon intercommunalité, par exemple. On a répondu à un appel à projet national qui est financé par le certificat économie-énergie, qui s'appelle TIMS. Donc, c'est Territoire, Inclusion, Mobilité, Sobriété, et qui nous a permis de recruter 2 conseillers mobilité pour les 3 années à venir, qui ont élaboré un diagnostic de territoire, financé donc pour leur poste à 92% par cet appel à projet, et qui nous permettront de développer des activités qui sont en adéquation totale avec les besoins de nos habitants. Alors ça, c'est la version un petit peu de présentation un peu clinique des dispositifs. Aujourd'hui, vous entendez bien les critiques. On favorise le fait que les gens restent chez eux. Vous entendez ce discours tous les jours. Quelle est la part de gens qui veulent vraiment s'en sortir ? Est-ce qu'aujourd'hui, le RSA permet aussi à certaines personnes qui ne voudraient pas ou plus s'engager dans le monde du travail de rester au chaud, comme on dit ? Vous entendez ça tous les jours, et nous aussi. Vous savez, je crois que c'est quand même une allocation qui aujourd'hui permet de subsister, mais qui ne permet pas de vivre, j'allais dire, dans de bonnes conditions et d'avoir une qualité de vie exceptionnelle. Donc on a aujourd'hui des gens qui ne reviendront pas vers l'emploi, mais qui connaissent pour autant des difficultés particulièrement importantes, notamment dans le domaine de la santé, avec problématiques de santé mentale, avec des addictions, etc., avec des freins à lever comme la garde des enfants chez les familles monoparentales, par exemple. Je ne crois pas qu'il y ait d'abus particulier dans le domaine. Celui qui aujourd'hui a capacité à retrouver un emploi, il le fera volontiers parce qu'on a quand même une autre qualité de vie que d'avoir à bénéficier d'une prestation qui soit, j'allais dire, suffise pour vivre, mais pas forcément
Il y a des cas quand même. Il y a des C'est cas... à la marge. Je pense que c'est à la marge et qu'il y a une image qui est relativement négative, qui est donnée dans le domaine, et c'est un petit peu déplorable pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et sur le retour à l'emploi, donc ça fonctionne en quelques mots. Il y a vraiment des chiffres intéressants qui sont mis en avant sur la sortie du dispositif RSA grâce à cet accompagnement plus serré. Comme je vous le disais, ne serait-ce que sur la ville d'Épinal et sur le territoire de la MSVS2, on a obtenu des réussites plutôt assez probantes, puisqu'on a fait diminuer le nombre de 6,5%. Donc on peut espérer et estimer qu'ils sont revenus vers un emploi. Alors plus globalement, on va parler de votre territoire, secteur sinistré. On avait l'habitude de dire ça du côté de la communauté de communes des Vosges, du côté du sud-ouest, qui tente de relever la tête avec une démographie qui est stabilisée, on peut le dire aujourd'hui. C'est-à-dire que la forte baisse est terminée. Tout à fait. On a renforcé aussi les effectifs dans nos écoles, ce qui est plutôt signe de bonne santé du territoire. Donc aujourd'hui, il faut maintenir les services publics. C'est un des enjeux majeurs. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Je sais que vous avez aussi développé des mesures comme la cantine à 1 euro pour les familles les plus démunies. Ça n'a pas été forcément accepté par tout le monde. Parlez-nous peut-être de cet aspect-là. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple que ça pourrait paraître. Alors, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on a essayé de développer la cantine à 1 euro. Tout d'abord parce que notre territoire était éligible. On s'est quand même emparé de la compétence scolaire et périscolaire lors de la mise en place de notre mandat. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de préserver les services publics qu'on a essayé de développer. Et puis, on répond aussi à une problématique de territoire, puisque 69% des familles ont des quotients familiaux inférieurs à 1000. Donc, aujourd'hui, ça paraissait tout à fait normal et légitime de s'emparer de ce dispositif. Et pourtant, certaines familles s'en sont émues, celles qui payent le plein tarif et qui dénoncent une sorte d'assistanat, si je veux caricaturer. Oui, parce qu'il y a eu une corrélation entre l'augmentation du coût du repas qui a été proposé par le département, qui n'avait pas augmenté depuis 13 ans, et qui est arrivé en septembre 2024, en même temps que la cantine à 1 euro. Donc il y a eu un amalgame entre ceux qui allaient payer le prix fort et puis ceux qui allaient pouvoir bénéficier de ce dispositif. Je ne peux pas vous laisser partir sans évidemment parler de l'obtention du label d'Arnay Pays de la Vosges forêt d'exception. Quelles sont les attentes des élus du secteur? Alors on a vu les premiers éléments tangibles, là, il y a des écoles de la forêt. Aujourd'hui on en est là, ça va être un vrai facteur d'attractivité. En quelques mots, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Alors effectivement, c'est la valorisation et la mise en lumière déjà de notre territoire. On a déjà des actions qui ont été menées avec notamment l'implantation d'Asilvatom, avec des espaces pédagogiques et d'animation en direction des scolaires, puisqu'on a aussi un CTEAC sur notre intercommunalité. Contrat territorial éducatif. Voilà, activité culturelle. Et puis, on a travaillé avec 2 ingénieurs de l'ENSTIP sur le bain de forêt, puisqu'on a aussi un contrat local de santé qu'on a essayé de mettre en adéquation avec ce label Belle Forêt. Et puis, bien évidemment, c'est la valorisation des chênes de Darnay, toute l'attractivité qu'on peut trouver autour du tourisme, où on vient compléter justement tout ce qu'on peut avoir au niveau du département, notamment du côté montagne, où nous, on aura plutôt la verdure et la forêt pour le bien-être d'une manière générale. Structurant sur des décennies. Et la culture dans tout ça, j'ai envie de vous demander, Carole Thiebaud, importantissime en milieu rural, souvent relégué au second plan dans ce domaine. Pas chez vous, vous l'avez dit, avec un CETC qui est assez actif. On va voir quelques images. L'été dernier, on a vu notamment une des réalisations, c'est la flûte enchantée qui a débarqué à Romain-au-Bois, village de moins de 100 habitants, me semble-t-il. Et ça a très très bien fonctionné, on a la chance d'y être. Important pour vous, on n'est pas sur du marginal, on est sur la réelle qualité de vie en milieu rural. On est sur un vrai projet d'envergure avec une multitude d'actions qui sont proposées à l'échelle du territoire, pour lesquelles on assure d'ailleurs un maillage, parce que notre volonté, c'était que nos jeunes puissent accéder à la culture de la même façon que si on était en ville et qu'on n'en soit pas le parent pauvre. Donc c'est un petit peu pour nous la cerise sur le gâteau. Et on voit que ça fonctionne, il y avait énormément de monde sur les deux représentations. Oui, il y avait énormément de monde, ça a beaucoup plu, c'était assez innovant.
un peu imprévu et on a décidé de poursuivre sur la lancée en mettant en place une nouvelle action de ce type en août. Alors je ne peux pas vous révéler la commune parce que nous n'avons pas encore totalement décidé. Voilà. D'accord. Alors vous êtes première adjointe à l'Airain où une maison pour seniors va voir le jour. C'est de l'habitat inclusif comme on en voit un petit peu partout. Est-ce qu'en milieu rural, c'est adapté et est-ce que ça fonctionne? Quels sont les... Alors ça va ouvrir au courant de l'été, hein, c'est ça? Logiquement septembre, oui. Est-ce que ça marche? Alors ça marche parce que nous n'avons encore pas fait de communication et nous avons déjà 5 réservations pour des personnes qui sont issues du territoire et qui viennent de connaître une situation de veuvage ou qui n'ont plus capacité à entretenir leur maison. Et effectivement, on a encore la chance d'avoir quelques commerces locaux dans la commune qu'on essaye de préserver. Et puis, on a quand même une dynamique particulièrement importante dans le champ de la santé. Donc, ça rend la commune encore attractive avec donc, cette réponse à un besoin populationnel, mais aussi à la réhabilitation du centre-bourg, puisque toutes les manifestations de la commune se déroulent sur le centre devant laquelle la maison a été exploitée. Et c'est une alternative aux EHPAD et à l'hospitalisation au sens large. Et on sait que ce sera une des grandes problématiques des 20 prochaines années. La problématique de la fin de vie, justement, est revenue sur le haut de la pile des enjeux sociétaux. Les 2 lois scindées de François Bayrou, telles qu'il les a conçues, on sait que ça a beaucoup divisé. Le député Stéphane Viry, lui, était un peu vent debout face à ça. Quelle est votre position? Une seule loi, c'est plus judicieux entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir? Alors moi, je suis assez partagée sur le sujet pour avoir vécu l'expérience, puisque j'ai accompagné ma maman en fin de vie en 2019 aux côtés de mon frère. Elle est décédée à mon domicile. Donc je pense qu'il y aurait nécessité à la fois de développer les soins palliatifs, parce que malheureusement, on n'a pas un maillage du territoire qui permette un traitement d'égalité dans le domaine. Ça fait consensus, quelle que soit l'obédience politique. Mais en parallèle, le choix de déterminer sa fin de vie, ça me paraît particulièrement important, à la seule condition que ce soit bien encadré, puisqu'on le sait qu'il y a des maladies. Stéphane Viry a notamment parlé de la sclérose latérale amyotrophique, dite maladie de Charcot, qui enferme et qui est une fin de vie particulièrement douloureuse. Je pense qu'on peut donner l'option à ceux qui en souffrent. La Belgique va peut-être trop loin pour vous. Il faut trouver un compromis un peu moins. Il faut déterminer des modalités et des conditions dans lesquelles on peut obtenir ce choix de fin de vie et des pathologies dans lesquelles il n'y a pas de guérison possible. Les fins de vie de cancer, la SLA, effectivement, devraient être des maladies auxquelles on puisse ouvrir en tout cas ce choix. Allez, toute dernière question, elle est traditionnelle depuis quelques semaines sur ce plateau. Il y a des échéances électorales qui vont arriver, Carole Thiébaut, les municipales en 2026, peut-être également des législatives. Vous serez candidate à quoi dans les années à venir? De quoi avez-vous envie? Est-ce que vous avez encore envie d'ailleurs de vous intéresser, de vous mêler à la vie publique sur votre territoire? Alors, en l'état actuel des choses, en toute sincérité, j'ai une grande hésitation, même si j'ai particulièrement apprécié l'engagement que j'ai eu dans les différentes strates de mes mandats électifs. Aujourd'hui, la dynamique qui nous anime a particulièrement changé. On est confronté souvent à des décisions complexes. Et à l'instant T, je n'ai pas garanti, en tout cas, de continuer mon engagement. À la fois à l'Airain, à la Comcom et au conseil départemental. Pour l'instant, je suis encore indécise et j'attends de voir ce qui se profile d'abord d'un point de vue national pour prendre une décision. Il me reste encore 1 an. Carole Thiébaut était l'invitée de Parole d'élus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine avec le sénateur, les centristes des Vosges, Jean Ingray. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine. Merci, à bientôt.